nous sommes en train de parler de ce 51e jour d'offensive donc de la Russie en Ukraine. Et on l'a appris ce matin, donc Moscou qui a frappé les alentours de Kiev, une usine d'armement, une usine de missiles fabriqués pour frapper des navires. Alors pourquoi c'est symbolique? Parce que tout simplement, cette semaine, un navire russe a été frappé, et pas n'importe lequel, un navire amiral. Les autorités ukrainiennes s'attendent à une forte réplique suite à cette attaque. C'est un échec symbolique pour l'armée russe. Jean-Luc Lefebvre, ce bateau qui aurait donc été coulé, ou qui a été coulé par l'armée ukrainienne, quelle était son utilité? Qu'est-ce qu'il faisait, ce bateau? Il bombarde. C'était un bateau depuis lequel finalement on tirait des missiles sur les villes ukrainiennes? Alors, un navire amiral. Le reportage qui est très bien fait, là, que nous venons de visionner, disait que ce bateau est le bateau amiral de la flotte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bateau amiral? C'est un bateau de commandement. C'est le bateau, en général, le plus important d'une flotte, où est installé l'amiral qui commande la flotte. Bon, c'est une chose. Deuxièmement, ce bateau est un croiseur, donc ce n'est pas un porte-avions. Il a effectivement des batteries de missiles, mais qui, en principe, sont conçus pour la guerre navale, c'est-à-dire pour détruire, atteindre d'autres navires, et pas des objectifs terrestres. Mais on peut très bien utiliser un missile prévu au départ pour couler des navires sur des objectifs terrestres. Et moi, je soupçonnais les Russes d'avoir comme objectif militaire principal le port d'Odessa. Alors, il se trouve à l'ouest, il faut bien expliquer, donc à l'ouest du pays, sud-ouest en fait. Complètement au sud, voilà, exactement. Et sur la mer Noire, et pas sur la mer d'Azov. Qui est le port principal pour le commerce, notamment de céréales, très important sur la mer Noire. Si on a suivi l'actualité de cette guerre en Ukraine, depuis le tout début, les Ukrainiens se préparent à une attaque, peut-être un débarquement, une opération amphibie sur Odessa, parce que effectivement, c'est la voie de communication principale pour tout ce qui est les exportations de céréales de l'Ukraine vers l'Afrique du Nord et vers l'ensemble du monde. Alors, une chose, Gérard Vespierre, là, on vient de voir, donc navire amiral, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire commandement. C'est tout un symbole, ça va au-delà même d'une simple frappe militaire, là. Alors, c'est plus qu'un symbole, parce que c'est un navire qui a 40 ans d'âge et qui n'a pas de successeur. Et on va se poser ensuite la question, mais combien de porte-avions la Russie dispose-t-elle? On ne le sait pas. À zéro. Il y en a un qui s'appelle donc l'amiral Kurtsov, qui est en cale sèche depuis 5 ans, depuis son retour des opérations en Syrie. Donc quand on est, voyez-vous, première puissance ou deuxième puissance militaire mondiale, on a quand même des objectifs et des moyens. Or, comme on l'évoquait tout à l'heure avec Arlette Chabot, la Russie est une puissance pauvre. Et donc elle a fait beaucoup d'impasses dans son équipement militaire. Et maintenant, on en voit les conséquences sur le terrain, les conséquences dans les airs et les conséquences dans les mers. Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser que les vibrations à l'intérieur du monde militaire russe, en dehors du tout petit cercle poutinien, sont certainement très très fortes par l'accumulation de ces erreurs du passé et de ces accumulations d'erreurs du présent. Donc, il va y avoir certainement dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, des conséquences profondes dans le système militaire russe, dans la société russe, dans le domaine aussi politique, c'est évident. Donc là, on est, avec le Donbass, à un carrefour, voyez-vous, parce que si, en dehors de ces prix déjà payés par la Russie, de 30 000 morts et blessés militaires russes, si on continue à aller au-delà avec une nouvelle attaque dans le Donbass, l'addition, le coût à payer devient énorme. Et à un moment, eh bien, qui va payer la facture?
Jean-Luc Lefebvre, on a vu, alors en effet, suite ce navire coulé, Moscou a dit qu'il y aurait des répercussions. La CIA, donc l'agence de renseignement américaine, parle de nouveau de menaces nucléaires. On se souvient de ce terme quand Vladimir Poutine avait engagé donc, la force stratégique en œuvre, c'était il y a un peu plus d'un mois. Aujourd'hui, c'est une réalité, véritablement. Quand on parle de frappe stratégique nucléaire, ça fait peur, c'est effrayant. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, stratégique nucléaire, frappe stratégique nucléaire? Alors, en matière de nucléaire, le poids des mots, la dialectique, a, je dirais, presque autant d'importance que l'emploi des armes. Le président Poutine a effectivement, dès le premier jour de guerre, annoncé qu'il pourrait utiliser l'arme nucléaire si nécessaire. Et à cette occasion-là, il a complètement renversé la dialectique de la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, le principe de la dissuasion, c'est une arme de non-emploi. C'est-à-dire, on dispose d'armes qui ont des effets terrifiants, tellement terrifiants que celui qui vous agresserait, lorsqu'il serait frappé, perdrait beaucoup plus que ce qu'il peut espérer en vous agressant. C'était l'équilibre qu'on avait trouvé finalement pendant c'est le principe de la dissuasion. Donc la dissuasion, en général, est utilisée pour interdire à un pays d'en agresser un autre. Qu'a fait le président Poutine? Il a envahi l'Ukraine, enfin il a commencé l'invasion de l'Ukraine et tout de suite il a dit, si ça tourne mal, moi je ne réponds plus de rien sur le plan nucléaire. C'est-à-dire qu'il a inversé complètement la dialectique, il a dissuadé les forces de l'OTAN d'aider, de défendre l'Ukraine au risque d'une frappe nucléaire. Alors voilà pour l'aspect dissuasion. Maintenant, quand on parle de l'armement tactique, tactique s'oppose à stratégique. L'arme nucléaire stratégique est l'arme de dissuasion et le principe, c'est le non-emploi. Maintenant, quand vous parlez d'armes tactiques, tactique, c'est sur le terrain. Tactique, c'est pour être utilisé. D'accord. Ah oui. Mais alors, Gérard Vespierre, est-ce qu'on peut prendre véritablement en compte et d'une manière très sérieuse l'alerte de la CIA? Parce que c'est vrai que longtemps on s'est méfié un peu aussi des Américains, on nous avait dit oh là là, qu'est-ce qu'ils sont alarmistes sur les Russes qui peuvent envahir l'Ukraine, ils avaient dit que ça sera après les Jeux Olympiques de Pékin, ça n'arrivera pas, et puis finalement tout ce qu'ils avaient dit c'était réalisé. C'est pour ça que d'un coup là on se pose la question sur le nucléaire. Alors il y a effectivement un horrible jeu politique et dialectique, comme il vient d'être souligné. Donc le fait de dire si ça tourne mal, je vais pouvoir employer un armement nucléaire tactique, ça limite l'implication potentielle des alliés de l'agressé, des alliés de l'Ukraine. Bon. Donc ça ne veut pas dire qu'il va l'employer, mais dans le discours qu'il emploie, c'est effectivement dissuasif vis-à-vis des états-majors politiques et militaires alliés de l'Ukraine. Point barre. En ce qui concerne donc maintenant les nouvelles déclarations de la CIA, je crois que là aussi on est dans un jeu dialectique. Bon, donc ça veut dire il faut que nous restions tous unis et très forts vis-à-vis de ce danger russe qui peut continuer dans son escalade. Donc c'est un appel aussi à l'unité occidentale vis-à-vis de cette situation et aussi à l'intérieur de la Russie. Parce que n'oublions pas le discours de Varsovie, n'est-ce pas, où Joe Biden a dit « Débarrassez-vous de cet homme. Cet homme ne peut pas rester au pouvoir. » Donc le discours américain est aussi destiné au cercle militaire et politique russe en disant « Posez-vous quand même la question du bien fondé de votre leader. » Alors, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, lui, il appelle toujours à des livraisons d'armes. La France a débloqué à peu près 100 millions d'euros. L'Europe, on l'a dit tout à l'heure, prévoit un fonds militaire d'1 milliard. Alors que les États-Unis, alors eux, ils montent leur assistance militaire à quelques 2,4 milliards de dollars depuis le début de l'invasion russe. L'aide militaire des États-Unis à Kiev pourrait avoir des conséquences imprévisibles, avertit Moscou. Est-ce qu'on peut dire tout de même, Jean-Luc Lefebvre, vous qui êtes colonel, aujourd'hui il est véritablement décisif ce soutien occidental à l'armée ukrainienne?
Ce sont aujourd'hui des armes occidentales qui frappent l'armée russe? Complètement. Prenons l'exemple de tous les moyens sol-air qui ont pratiquement interdit le survol du territoire ukrainien aux aéronefs russes. Sans cette supériorité aérienne, les Russes ont beaucoup de mal à mener les opérations et on se rend bien compte qu'ils se sont retirés, ils ont fait une retraite du siège de la ville de Kiev. Et ils ont bien du mal à se battre dans le Donbass où la population locale leur est acquise, puisqu'il y a une majorité d'indépendantistes pro-russes dans cette région-là. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils essaient de détruire complètement certaines villes. On voit le drame de Mariupol. Oui. Mais depuis quand ça dure, Mariupol ? Depuis le début de la guerre. Voilà. Et donc, on va bientôt être à 2 mois de guerre. Et sous les décombres de Mariupol, il y a encore des soldats ukrainiens qui résistent. C'est ça. C'est malin. Oui, on voit effectivement des Européens participer indirectement à l'effort de guerre avec ces envois d'armes. Vous avez cité le chiffre de 1 milliard d'euros. Ça va même passer à 1,5 milliard, puisqu'on a décidé au niveau européen de passer à ce stade-là. Et ça ne comprend pas en plus toutes les aides bilatérales qui peuvent être décidées, notamment l'Allemagne qui décidait aussi à en envoyer beaucoup. Et vous parlez d'unité européenne. Là, il y a effectivement, jusqu'à maintenant, elle est restée sans faille depuis le début du 24 février. C'était même assez inédit de voir une Europe aussi déterminée et résolue et rapide à réagir. Il faudra bien surveiller ce qui se passe avec la Hongrie. On a déjà vu que la Hongrie n'acceptait pas que ces armes transitent par son territoire. Et lorsqu'il faudra décider de nouvelles sanctions, là je parle des sanctions économiques qui vont être décidées par les Européens. On a déjà décidé sur le charbon. Là maintenant on va passer au pétrole. Le pétrole, ça représente quand même, là pour le coup, un manque à gagner important pour la Russie. Le charbon, c'est 8 milliards par an. Là on passe à 80 milliards par an. Donc ce serait une frappe importante. La Hongrie a déjà dit que c'était sa ligne rouge. Et il faut l'unanimité des 27. Donc il va falloir trouver une solution avec la Hongrie et préserver cette unité européenne qui est très précieuse dans ce conflit. Alors une chose aussi, Arlette Chabot, puisque forcément on parle de la guerre en Ukraine, mais nous parlons également de la campagne présidentielle qui impacte, parce qu'on imagine d'ailleurs que mercredi prochain, lors du débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ça sera évoqué. La candidate du Rassemblement national qui a tenu une conférence de presse cette semaine sur International et sur la livraison d'armes en Ukraine, elle est assez claire. Elle-même, elle s'y oppose, comme Viktor Orban. Oui, absolument. Alors, ce qui est effectivement intéressant, c'est qu'on s'est très peu intéressé à ce que disait Marine Le Pen. Au fond, elle s'est assez bien débarrassée du sparadrap Poutine, dont elle ne prononce jamais le nom. Vous avez remarqué, Marine Le Pen parle de la Russie à chaque fois. Donc, elle est contre les livraisons d'armes, elle est contre les sanctions économiques qui, dit-elle, c'était son habileté, pénaliseraient au fond plus les Français, peut-être plus les Européens que les Russes. Donc, attention, les sanctions doivent être limitées. Et puis surtout, elle a évoqué dans cette fameuse conférence de presse le rapprochement stratégique au lendemain de la guerre, lorsqu'un traité de paix aura été signé, rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie. Elle dit effectivement que ce rapprochement avait été évoqué. C'est vrai qu'il avait été évoqué en juin 2021 lors de la rencontre entre le président américain et le président russe. Sauf que depuis, effectivement, il y a eu une guerre. On en parle. Il y a une guerre et visiblement, s'il y avait une perche qui avait été tendue à Vladimir Poutine, il ne l'a pas saisie. Donc là, bien sûr, cette position suscite beaucoup d'interrogations. Donc il y a encore une nécessaire clarification. Marine Le Pen qui considère qu'au fond, quand la guerre est terminée, elle avait déjà considéré que pour la Crimée, c'était fini. Il y avait eu un référendum, consultation de la population et que la Crimée était russe, c'était fini, on passait à autre chose. La raison pour laquelle elle est interdite de séjour en Ukraine aujourd'hui. Donc voilà, il y a une nécessité de clarification. Donc c'est important, ce sera très important dans le débat de l'entre-deux tours. Généralement, la politique étrangère, c'est ce qu'on fait à la dernière minute du débat. Il nous reste 5 minutes pour parler de la situation internationale. Et bien là, sans doute que le début de cette confrontation pourrait porter sur les alliances, la stratégie, surtout au lendemain de la guerre en Ukraine. J'ajoute quand même, pour être tout à fait précise, que Marine Le Pen a condamné évidemment la guerre et l'invasion russe en Ukraine pour que ce soit complet. C'est ça. Jean-Luc Lefebvre, vous vouliez...
Oui, si vous permettez, je voudrais réagir parce que, à mon sens, la candidate Marine Le Pen a pas bien pris en compte la situation et les enjeux géopolitiques. Alors, quand elle dit qu'il faudrait faire un traité de paix avec la Russie et s'entendre avec la Russie, finalement, c'est une vision gaullienne. Hein, l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, disait le général de Gaulle. Ça, c'est une vision idyllique européenne, parce que géographiquement, par l'histoire également, enfin on a un géopolitologue sur le plateau, il pourra réagir, ce serait une Europe forte, mais soyons réalistes. Dans la situation actuelle, en état de guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec le président Poutine à la tête de la Russie, ce n'est pas concevable. Alors on va y revenir aussi dans un instant, mais je vous en prie, rapidement. Oui, je t'appuie aussi de ce que disait Chabot sur l'attitude de Marine Le Pen vis-à-vis de la Russie. On a bien vu déjà au Parlement européen, où siègent une vingtaine de députés RN, s'abstenir dès qu'il s'agissait d'un vote sur les sanctions vis-à-vis de la Russie. Donc ça indique déjà un peu sa ligne, ou plutôt ça la confirme, sa ligne de politique étrangère. Et sur l'Atlantique à l'Oural, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, la question par contre qui se posera aux Européens dès le lendemain de cette guerre, c'est bien sûr une relation avec la Russie qui restera inventée, mais surtout la question de l'élargissement de l'Ukraine, Moldavie, Géorgie. C'est quand même une nouvelle échelle de l'Union européenne, sans parler des Balkans. On en parlera dans un instant de ça, justement, du côté aussi de l'OTAN. Mais juste une chose pour revenir sur ces livraisons d'armes. Gérard Despierre, je voudrais vous montrer la une du Times, ce journal britannique, qui montre en effet, donc en une, donc les SAS troupes. Ça veut dire, en gros, eh bien, ce sont les forces spéciales britanniques qui entraînent donc des troupes locales en Ukraine. Donc, c'est dit officiellement, donc clairement, il y a donc des soldats britanniques sur place. Ça veut dire que, est-ce que ce sont les seuls? Et est-ce qu'on le savait déjà, premièrement, mais est-ce que ce sont les seules troupes étrangères? Et ça veut dire qu'il y a un engagement, donc véritablement sur place, d'autres soldats que ukrainiens et russes? On a regardé l'année de cette première page-là. C'est 2022 ou c'est 2014? Dès 2014... Vous parliez de l'invasion de la Crimée, là. 2014. Dès 2014, à partir du moment où il y a eu les événements de Maïdan, il y a eu un rapprochement politique et militaire entre l'Europe et l'Ukraine, entre les États-Unis et l'Ukraine. Donc il y a eu des centaines, à chaque fois, pas très nombreux, il n'y a pas des dizaines de milliers, mais des centaines de conseillers de l'armée américaine, des centaines de conseillers de l'armée britannique, des dizaines de conseillers de l'armée canadienne qui sont venus former la nouvelle armée ukrainienne. Donc il y a effectivement cette antériorité, et c'est pour ça qu'ils ont été aussi rapides à s'adapter et à adopter des armements européens et occidentaux. Donc là, dans le cadre des combats nouveaux, effectivement, il y a un échelon supérieur avec l'arrivée de troupes très spécialisées que sont les SAS. Ce ne sont pas des formateurs, eux sont vraiment des guerriers qui sont à même d'intervenir sur le terrain. Mais étant donné ce qui s'annonce, effectivement, on a besoin que l'armée ukrainienne soit formée par des gens vraiment qui soient de toute première qualité. Mais le fait qu'il y ait un quotidien aussi vendu de l'autre côté de la Manche, comme le Times en parle, ça veut dire qu'il y a une volonté aussi de communication et dans la guerre psychologique dont vous parliez tout à l'heure aussi, c'est important de l'imprimer noir sur blanc, de dire nous avons nos troupes sur place. C'est pas des troupes. Pas des troupes, mais les SS, conseillers, voilà, les conseillers, pardon. Voilà, la distinction bien sûr, entre instructeurs et force spéciale. troupes engagées. Il faut bien comprendre que dans ce conflit en Ukraine, qui officiellement, du point de vue du droit international, n'est pas une guerre, parce qu'il n'y a pas eu de déclaration de guerre, mais qui est, du point de vue opérationnel sur le terrain, qui est une guerre de haute intensité. L'Ukraine, il n'y a que deux belligérants, l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine n'a pas d'alliés. L'Ukraine n'a pas d'alliés. L'Ukraine a des amis qui lui apportent de l'aide de toutes sortes. C'est compliqué la différence entre amis et alliés, non? Ah bah c'est très simple. Tous les pays membres de l'OTAN sont des alliés. D'accord. Si un des pays membres de l'OTAN est attaqué, l'ensemble des autres pays s'est engagé par convention internationale, engagement de haut niveau de l'État,
de le défendre. Bon. L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, l'Ukraine n'est pas membre de l'Union européenne, l'Ukraine n'a pas d'alliés. D'accord, ok, d'accord. En revanche, les membres de l'OTAN, tous les États membres de l'Union européenne, plus certains neutres, la Suisse en particulier, sont les amis, se sont déclarés les amis de l'Ukraine et souhaitent que l'Ukraine puisse se libérer. D'accord. Puisque l'Ukraine est attaquée. Ah oui, et donc, ces pays amis de l'Ukraine fournissent des moyens. Dans ces moyens, il y a des armements. Oui, Sébastien Mayer. Oui, il y a aussi, à travers cette une britannique, un jeu entre l'Union européenne et Boris Johnson dans cette guerre. On voit bien que Boris Johnson veut montrer, après dans le Royaume-Uni post-Brexit, qu'il est capable de faire presque jeu égal avec l'Union européenne. Et c'était lui qui était à Kiev, c'est lui qui se montre vis-à-vis de son opinion publique tout à fait allant pour aider effectivement les amis ukrainiens, et pour montrer que on peut faire tout ça sans l'Union européenne. Oui, il y a même une union anglo-saxonne, n'est-ce pas? Vous avez les États-Unis, le Canada qui est massivement présent, l'Angleterre, on vient d'en parler, et également l'Australie. L'Australie a annoncé l'envoi de matériel, de moyens de transport, donc de troupes. Il y a au niveau international, dans cette période de guerre chaude et froide, une alliance qu'on connaît avec les services secrets qu'on appelle les 5 IE, n'est-ce pas, entre les 4 pays anglo-saxons plus la Nouvelle-Zélande. Bon, la Nouvelle-Zélande là, est un peu loin, c'est un petit pays, oui. Mais autrement, il y a une volonté et une détermination de la part de Washington, d'Ottawa, de Londres et d'Auckland vraiment très très forte, de façon à mettre une limite à l'action de la Russie. Alors vous allez le voir aussi que malgré la guerre, il y a un retour aussi qui s'opère pour certains, véritable contraste dans le même pays où des Ukrainiens fuient d'un côté leur ville bombardée, alors que d'autres retrouvent leur rue, leur centre-ville après l'exil. C'est le cas des habitants d'Irpin. Irpin, c'est situé dans le nord-ouest, juste à côté nord-ouest de la capitale. La vie reprend après la présence de l'armée russe, découvrant des ruines, mais aussi l'espoir de reconstruire. C'est un sujet de Maureen Bajac. Au début de la guerre, c'est sous ce pont, dans les gravats, que des milliers d'habitants ont fui Irpin. Aujourd'hui, ils parcourent le chemin en sens inverse par cette route, dégagée juste à côté. Mais les autorités locales déconseillent de revenir. Les gens doivent comprendre que c'est toujours dangereux. Tout n'est pas encore sécurisé. À l'entrée de la ville, nous découvrons plus de 5 km de bouchons. Tous veulent retrouver leur maison. En chemin, nous rencontrons Olena et Alexander. Bonjour, nous sommes journalistes. Vous retournez chez vous? Oui, nous sommes à 3 km. Après un mois d'absence, ils redécouvrent leur ville, meurtrie par la guerre. Mais quand nous nous approchons de leur quartier, l'émotion prend le dessus. C'est terrible. Le couple veut vérifier l'ampleur des dégâts et surtout savoir s'ils pourront ou non revenir ici avec leurs 2 enfants. Une fois la porte franchie, c'est le soulagement. Ça va bien, il n'y a que le balcon qui a été détruit. Les sourires reviennent, même si les stigmates de la guerre sont bien là, les vitres brisées, le balcon éventré par les impacts de balles. C'est terrible. Nous ne voulions pas ça. C'est affreux pour nos enfants. La chambre des enfants n'a pas non plus été épargnée. Ils ne la retrouveront donc pas tout de suite. Sans eau ni électricité, impossible de revenir. Voilà, un sujet donc signé Maureen Bajac sur ce retour dans des villes encore meurtries, tout un symbole. On a même vu l'ambassade de France quitter Lviv à l'ouest et revenir à Kiev. Une chose, Gérard Vespierre, quand la Russie dit qu'aujourd'hui elle pourrait prendre des mesures contre les livraisons d'armes, quand elle est assez agressive aussi envers Washington, qui dit qu'il faut arrêter absolument de livrer des armes à l'Ukraine. Qu'est-ce que ça peut être aujourd'hui, ces menaces? Qu'est-ce qu'elle peut mettre à exécution? Elle a déjà frappé des camps d'entraînement, pas très loin de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Et ailleurs dans le monde, elle pourrait prendre aussi il pourrait y avoir des choses? Je crois que non. Pour le moment, il y a quand même une volonté de maintenir dans un lieu géographique unique la confrontation actuelle. Là, on n'a pas vu
de mouvements sur la Géorgie, dans des territoires déjà séparés tels que l'Abkhazie ou l'Ossétie du Sud. On n'a pas vu de mouvement non plus dans la petite poche de Transnistrie, donc qui est entre l'Ukraine et la Moldavie. Donc voilà, je pense qu'il y a un souci quand même de la Russie de ne pas étendre géographiquement le conflit, mais de pouvoir vraisemblablement avoir l'idée de frapper des chemins logistiques, des convois d'approvisionnement d'armes effectivement à l'intérieur du territoire ukrainien, acheminement d'armes occidentales. Alors des menaces qui ont été perpétrées aussi maintenant envers 2 autres pays par la Russie, c'est la Finlande et la Suède. Alors pourquoi Moscou s'en prend à la Finlande et à la Suède? Tout simplement parce que ces 2 pays réfléchissent actuellement à intégrer l'OTAN. Vous le savez, ces 2 pays sont membres de l'Union européenne, mais ne sont pas membres de l'OTAN. Ce n'est pas bien sûr une obligation quand on est membre de l'Union européenne d'être dans l'OTAN. C'est toujours important de le dire. Alors le Kremlin menace carrément, je cite, de conséquences ces 2 pays. Sébastien Maillard, est-ce qu'il pourrait véritablement y avoir, comme dit, alors conséquences, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ce mot, mais des conséquences si jamais la Finlande et la Suède intégraient l'OTAN? Inversement, on pourrait penser qu'il peut y avoir des conséquences s'ils n'intègrent pas. Parce Exactement, que, bien sûr. La Finlande a une frontière de 1300 km avec la Russie. On a vu cette semaine à quel point, il y a un rapport qui est sorti en Finlande qui montre à quel point ils sont déterminés à y rentrer. On peut s'attendre, je pense, à ce qu'ils fassent acte de candidature avant le sommet de l'OTAN du mois de juin, de fin juin. On s'attend à ce qu'il y ait une candidature officielle de la Finlande pour rejoindre l'OTAN. Et la question se pose si la Suède le fera en même temps ou pas. Pour la Suède, mais l'opinion finlandaise, manifestement, est prête. Et effectivement, ils pourront, dans ce cas-là, se sentir davantage en sécurité par rapport à ce voisin qui, on l'a rappelé, a cette menace nucléaire donc à leur porte. C'est pour eux maintenant devenu essentiel. Oui, mais alors, quand on voit finalement aujourd'hui les menaces de Vladimir Poutine autour d'un pays qui n'a pas intégré l'OTAN, comme l'Ukraine qui en parle, mais là, un pays frontalier comme la Finlande qui l'intègre, est-ce qu'il y a une menace militaire contre la Finlande qui pourrait être effective de la part de Moscou? En tout cas, dans leur histoire, ils l'ont connu. Oui. Mais ça montre bien aussi effectivement qu'aujourd'hui, peut-être la seule façon d'être en paix en Europe, c'est d'être dans l'OTAN et pour ne pas subir le feu russe. La raison en Ukraine, quelque part, le montre, et Poutine aura juste gagné d'une OTAN réveillée et élargie. Oui, alors il faut cette phrase, il y aura des conséquences, c'est une phrase poutinienne, n'est-ce pas? Parce qu'il faut savoir que j'ai mobilisé ma mémoire le 31 mai 2013, oui, je suis précis, quand le président de l'Ukraine de l'époque a dit « nous nous apprêtons à signer avec l'Union européenne déjà ». Et donc Vladimir Poutine a dit « si vous prenez une telle démarche, il y aura des conséquences ». Et les conséquences, ça a été finalement Maïdan, parce que le président a fait un pas en arrière et que la population ukrainienne a dit non, voilà le chemin que nous voulons. Donc, et il ne s'est rien passé parce que la Russie a été prise à l'époque complètement au dépourvu. Donc cette notion de conséquence, il sait la manier, ça fait partie de sa dialectique, donc il faut vraiment être très très prudent. Et je crois que le paradoxe des paradoxes, effectivement, vis-à-vis d'une Ukraine qu'il ne voulait pas voir intégrer de l'OTAN, de voir maintenant des nouveaux candidats, et pas des moindres quand même, avec des appareils militaires conséquents que sont la Suède et la Finlande, être potentiellement candidats. La Suède, ils ont des élections législatives au mois de septembre. Donc voilà un beau moment pour trancher. Et effectivement, avant l'été, il y aura certainement une décision vraisemblablement positive. 60% des Finlandais sont en faveur, 55% pour les Suédois, qui étaient donc déjà très très en retrait par rapport à l'OTAN il y a 30 ans, n'est-ce pas? Donc on voit la dynamique à l'intérieur des pays. Une chose, Ariel Chabot, c'est vrai qu'on se demandait l'impact de la politique étrangère sur la campagne présidentielle. Ce débat qui sera d'ailleurs mercredi à 21h, que vous pourrez suivre sur LCI, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et l'OTAN. Je me souviens d'Emmanuel Macron qui avait dit que c'était en mort cérébrale, finalement. Et aujourd'hui, finalement, il est très pro-OTAN, non? Alors, il est très pro-OTAN. Donc, effectivement, c'était la période aussi du problème turc, pour faire simple. Je vais le résumer comme ça. Aujourd'hui, donc, très pro-OTAN. On voit bien que son adversaire, Marine Le Pen, ne veut pas sortir de l'Alliance, contrairement à ce que proposait, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, qui voulait que la France soit un pays non aligné. Elle veut retour en arrière après... effectivement, le choix de Nicolas Sarkozy, que la France retourne dans le commandement intégré. Donc elle dit, on sort du commandement intégré de l'OTAN, mais elle reste là. En tout cas, c'est vrai que c'est
un sujet aussi, puisqu'on parle de tous ces sujets. Parce que, alors franchement, l'OTAN, je ne suis pas sûre que ça a été évoqué dans un seul débat présidentiel depuis que ces débats, ces face-à-face du second tour existent. Donc tous ces sujets sont mis sur la table, ce qui prouve d'ailleurs quand même qu'une élection présidentielle, on fait des choix lors de son vote essentiel pour le pays. Oui, parce qu'elle a vraiment insisté, hein, quand même, tout de même, la candidature nationale. Elle a fait une conférence de presse qui a duré assez longtemps devant la presse étrangère. C'était véritablement important pour elle de dire qu'elle avait aussi une vision du monde. Alors, même c'était un peu chaotique dans sa propre vision, mais elle a insisté là-dessus tout de même. Hein. Oui, et puis c'est la raison pour laquelle je reviens au troisième homme, qui est Jean-Luc Mélenchon, qui trouvait, parce que ces sujets étaient mis sur la table, évoqués et débattus, c'était la campagne la plus intéressante qu'il ait menée, troisième campagne présidentielle la plus passionnante, parce que ce sont des enjeux essentiels. Alors c'est vrai qu'on dit dans l'entourage d'Emmanuel Macron que le président candidat est surpris dans ses interpellations quotidiennes de ne jamais être interrogé sur l'Ukraine, parce que les interpellations portent sur le pouvoir d'achat, la retraite, etc. Néanmoins, c'est un sujet important, parce qu'on le voit bien, et on l'a vu lors du débat entre les candidats du premier tour, il y a eu des clivages très profonds entre les Verts à gauche, les socialistes, sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire les livraisons d'armes, le soutien effectivement à l'Ukraine, et puis ceux qui avaient une position, disons, beaucoup moins hostile à l'action russe et à Vladimir Poutine. C'est meilleur. Oui, dans le débat, peut-être il sera question de l'OTAN, mais il sera peut-être encore plus question de l'Union européenne, puisqu'on voit bien que Marine Le Pen est plus qu'ambiguë sur le sujet. Elle dit bien qu'elle veut rester dans l'Union européenne, mais dans une Union européenne où elle veut tout repeindre et tout refaire. Lorsqu'on remet en cause la primauté du droit européen, lorsqu'on veut baisser la contribution de la France au budget européen, dire clairement, elle prépare un Frexit qui ne dit pas son nom. Oui. Là-dessus, je pense qu'on peut s'attendre à une vraie confrontation entre le président de la République pro-européen, pour le coup, là ça ne fait pas mystère, et elle qui a essayé de se montrer modérée par rapport à il y a 5 ans où elle plaidait ouvertement un Frexit, et où là on ne voit pas comment son programme est compatible avec l'Union européenne telle qu'elle est. Ce sera plutôt une alliée d'Orban pour essayer de détricoter l'Union européenne telle qu'elle existe. Oui, je fais, vous vouliez réagir. Oui, dans mon souvenir, et j'ai connu des élections où le général de Gaulle était encore candidat. C'est peut-être la première fois que les questions de défense s'invitent dans une campagne électorale présidentielle. Et, bon, bien sûr, on sait pourquoi, hein, c'est le conflit en Ukraine, mais les Français vont avoir un choix vital à faire pour leur pays, à savoir, est-ce qu'on reste membre de l'OTAN ? Est-ce qu'on reste membre de l'Union européenne ? Est-ce qu'on pense qu'on sera plus fort dans un ensemble de solidarité européenne et atlantique ? Ou alors, on prend le risque de se dire, on est autonome, on va se passer des autres et on se sent assez fort pour faire face à tout type de menaces, y compris la menace russe. C'est les Français qui feront le choix. Alors, ça, c'est en effet le choix des Français. On voit que cette guerre en Ukraine a des conséquences sur notre quotidien à tous les niveaux. Mais la vie quotidienne des Ukrainiens, elle est celle-ci. Vous allez le voir. Notre envoyé spécial, Charline Nuren, s'est rendu à côté de Makariv. Makariv, c'est une zone finalement qui est située pas très loin de Kiev. Elle s'est rendue sur place et vous allez voir à quel point il est toujours compliqué de se déplacer, notamment à cause des mines placées là par l'armée russe lors de son retrait. On regarde son reportage. Nous sommes dans un village près de Makariv, c'est dans l'oblast de Kiev et il y a encore quelques temps, les Russes occupaient une position ici. Alors désormais, les forces ukrainiennes sont ici pour déminer, pour trouver aussi les munitions parce que toutes ces voitures, ces camions qui ont été brûlés, transportaient des armes. Et là, vous les voyez, elles sont récoltées, mises ici, entreposées. Ici, on en voit de toutes les sortes. Et puis, je vous le disais, le travail de ces démineurs, c'est aussi de trouver des mines qui ont été cachées par les Russes.
russes. Par exemple, celle-ci qui a été trouvée. Alors comment ça fonctionne? Elle est enterrée, donc c'est quasiment impossible de les voir. Et lorsqu'on met le pied dessus, elle explose. Et attention, le rayon est de 25 mètres. C'est-à-dire que toutes les personnes qui se trouvent aux alentours sont touchées par l'explosion de cette mine. Donc vous le voyez, un travail difficile pour l'armée ukrainienne qui nous indique qu'il y a beaucoup de mines qui sont cachées, qui ont été cachées par les forces russes. Voilà un sujet de Charline Hurel et de Jérôme Marcantetti. Une chose, Gérard Vespierre, on voit toujours que là, on parlait des démineurs, les mines. Ce sont toujours aujourd'hui des armes très présentes, malgré toutes les campagnes qu'il peut y avoir dans le monde, sur les mines antipersonnelles qui sont toujours ultra présentes dans les conflits internationaux. Et là, on le voit encore en Ukraine. Alors, pas forcément antipersonnel. Ouais. Parce que bon, les mines ont été aussi posées contre les chars russes, n'est-ce pas? Bon, donc c'est surtout là la démarche que l'armée ukrainienne a mise en place, c'est de pouvoir se protéger contre la progression des chars. Donc les mines sont destinées à faire sauter les chars et non pas dans des champs disséminés pour faire exploser des gens qui passeraient par là. Donc il y a toujours effectivement recours à cette technique parce que c'est une technique passive. On se replie. Mais finalement, on laisse quand même des armes anti-ennemies sur le terrain ou sous le terrain. Donc c'est un moyen toujours utilisé en effet aujourd'hui vis-à-vis contre des matériels. Alors bien sûr, dans le matériel, il y a des hommes qui pilotent les chars, mais c'est pas forcément contre eux, c'est contre la destruction du char, si on peut faire ce distinguo. Bien sûr, c'est ça, c'est important en effet. Une chose pour terminer, Jean-Luc Lefebvre, vous avez sorti ce livre, La conquête spatiale, les éditions du Net. Alors on peut se dire au départ, la conquête spatiale, Neil Armstrong sur la Lune, mais pourquoi il me parle de ça au milieu de l'Ukraine? Bon, et en fait, on se rend compte en effet qu'aujourd'hui, il y a des conséquences, j'en parlais surtout à tous les niveaux, et notamment, bien sûr, dans l'espace où il y a une coopération, forcément, entre la Russie, les États-Unis, l'Europe, on travaille ensemble, on est dans une station internationale où on est tous ensemble. Ça a des conséquences jusqu'où, en fait, la guerre en Ukraine? Alors, la guerre en Ukraine a des conséquences essentiellement dans l'industrie spatiale mondiale. Parce que l'industrie spatiale mondiale était devenue une industrie très, très intégrée. Par exemple, le petit lanceur Vega de l'Agence spatiale européenne utilisait des moteurs ukrainiens. Il y avait des lanceurs américains utilisent des moteurs russes. Donc, cette guerre a complètement désorganisé cette industrie spatiale. Sur le plan des coopérations, on a dit beaucoup de choses sur la Station spatiale internationale et en particulier qu'elle pouvait retomber. Oui. Alors oui, non, mais il faut, parce qu'on va juste terminer, mais voilà, elle pourrait retomber, elle ne va pas retomber, voilà, il faut juste nous rassurer là-dessus. Alors écoutez, elle va pas retomber, voilà, c'est juste ce qu'on veut savoir aussi. Elle ne va pas retomber tout de suite, c'est-à-dire qu'il faut la maintenir à son altitude. Pour l'instant, ce sont des vaisseaux russes qui le font. Et le patron de Roscosmos, l'agence russe, avait fait un tweet le 12 mars. On en avait parlé en effet ici, où il menaçait. Oui, bien sûr, on en a parlé où il avait montré une photo de la Terre avec les zones où risquait de retomber la station spatiale. C'est ça. Grosso modo, c'était entre le 51e parallèle nord et le 51e sud, avec la chance pour la Russie d'être au-dessus de cette zone-là. C'est noté, en tout cas, la conquête spatiale, c'est aux éditions du Net. Merci en tout cas de nous avoir rassurés ou pas. Je ne sais pas, en tout cas, c'est-à-dire dans votre